Merci beaucoup pour la présentation et puis pour l'invitation. Et puis le programme est vraiment bien fait parce que c'est très bien que Madeni soit passé avant parce que du coup il y aura peu de répétitions en réalité entre nos deux exposés parce que je vais prendre un cas assez particulier qui est d'une part l'esthétique de Hegel et d'autre part la question de la Bildung mais en lien avec la technique. Donc là ce ne sera pas tellement la Bildung comme éducation, comme formation, mais ce sera plutôt le domaine de la culture en tant qu'opposé ou pas à la question de la nature. Et donc vous avez j'ai fait une petite page de citations que je vous ai mise en allemand, même si je les lirai en français. Et puis je remercie aussi du coup par la même Anne-Sophie qui a bien voulu les joindre à l'exemplier. Alors, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que les leçons d'esthétique de Hegel sont un lieu privilégié pour interroger l'ambiguïté ou l'équivocité du concept de Bildung dans sa philosophie, donc dans la philosophie de Hegel, en particulier si on les lit à l'aune de la question de la technique. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que l'esthétique présente une théorie originale de la technique comme activité qui se déploie par-delà nature et culture, pour reprendre un peu le terme bien connu et peut-être galvaudé d'Escola. Bon, et donc une activité technique qui déjoue l'opposition dualiste des modernes entre le monde naturel et le monde culturel. En tant que la capacité technique est elle-même une activité de Bildung, on va voir qu'il va être difficile de considérer ce terme uniquement comme un équivalent du concept de culture, ou alors, si le mot Bildung peut être traduit par culture, eh bien, ça signifie qu'il va y avoir des formes de culture qui se situent en deçà ou au-delà du grand partage entre nature et culture. C'est ainsi la possibilité même de penser autrement la culture et la Bildung qui va se jouer dans la réflexion sur la technique que propose l'esthétique de Hegel. Alors, considérer les leçons d'esthétique de Hegel comme une réflexion sur la technique et la Bildung, ça suppose, vous le comprenez, de les lire autrement que comme une philosophie de l'art. Bon. Alors, on pourrait revenir, si vous voulez, dans la discussion pour justifier ça plus amplement, mais disons, pour le dire rapidement, que Hegel ne se contente pas d'appréhender, disons, de manière formelle le beau artistique. Ce qui l'intéresse dans l'art, c'est ce qu'il nomme le contenu de la vérité absolue. C'est-à-dire que comme la religion et la philosophie, l'art se caractérise par un contenu qui n'est autre que, alors je le dis dans les termes métaphysiques et après j'expliquerai ce que ça signifie pour le commun des mortels, mais qui est le savoir de soi de l'esprit par lequel l'esprit s'élève à l'esprit absolu, c'est-à-dire l'esprit qui n'a plus affaire qu'à lui-même. Bon. Alors, si on pense que tout ça a du sens, c'est-à-dire interprété dans une perspective non métaphysique, ça signifie que sa conception de l'art à l'intérieur de l'esprit absolu, c'est simplement une manière pour l'humanité de se comprendre elle-même. Comme le dit Robert Pippin, Hegel conçoit l'art comme une connaissance de soi, de l'esprit, c'est-à-dire que dans une œuvre d'art, à travers la sensibilité du spectateur, d'un auditeur ou d'un lecteur, selon l'œuvre, l'humanité réfléchit sur elle-même. Elle réfléchit ce qui est important dans sa propre histoire. Il convient donc de saisir les leçons d'esthétique du point de vue du contenu des œuvres d'art et de ce qu'elles nous apprennent sur les aspects les plus essentiels de l'humanité. Or, dans cette perspective, la technique a un rôle fondamental que Hegel aborde notamment à travers le mythe de Prométhée. Donc, je vais avoir une première partie qui va être consacrée au mythe de Prométhée, et je vais partir de ce mythe parce qu'il occupe une place importante dans la section qui est consacrée à l'art classique, c'est-à-dire à l'art des anciens Grecs. Et je vais montrer que Hegel pense la technique comme une dimension essentielle de la différence anthropologique, donc de la différence entre l'homme et l'animal, mais une différence qui est malgré tout insuffisante pour véritablement penser la séparation entre nature et culture. L'idée selon laquelle la technique humaine constitue alors il emploie le terme Fortschritt in der Bildung, un progrès dans la culture, c'est un terme sur lequel je vais revenir, bon, ça aura un sens profondément équivoque, parce qu'il va être difficile en fait de situer ce progrès de la culture d'un côté ou de l'autre du partage nature-culture. Bon. Alors ça sera mon premier temps. Dans un deuxième temps, je vais chercher une confirmation de cette équivocité ou de cette ambiguïté dans un autre passage de l'esthétique, qui est le passage sur l'art symbolique des anciens Égyptiens. Tout simplement parce que Hegel conçoit les grandes constructions de l'Égypte antique comme le résultat de ce qu'il appelle un Kunsttrieb, c'est une sorte de pulsion d'art
Et ce Kunsttrip, il l'appelle aussi un Bildungstrip. Alors on verra comment on peut traduire ça, mais disons une sorte d'impulsion, de pulsion à la formation. Et ça est de nouveau l'idée d'un enracinement de la culture dans la nature qui va apparaître. Dans un troisième moment, je m'interrogerai sur le caractère archaïque ou non de cet enracinement de la Bildung technique dans la nature du point de vue de la philosophie hegelienne elle-même. C'est-à-dire qu'en pensant l'équivoque de la technique par de la nature et culture, chez les anciens égyptiens et chez les anciens grecs, je me demanderais tout simplement si pour Hegel ça renvoie à une dimension passée de l'histoire humaine qui aurait été dépassée, disons, dans le christianisme, mais encore plus dans l'époque moderne. Donc est-ce que le fait qu'on n'arrive pas bien à séparer nature et culture, c'est un truc archaïque, primitif, qu'on aurait enfin dépassé, de sorte que la culture serait, en tant qu'elle s'isole et se sépare de la nature, serait une sorte d'avènement de l'esprit, ou bien si l'équivocité persiste à travers l'histoire. Et je vais répondre en fait que cette équivocité persiste, et j'essaierai de le montrer en soulignant que Hegel propose une définition amphibie, c'est son terme, une définition amphibie de l'être humain, à la fois comme être naturel et comme être culturel. Il s'ensuivra une conception profondément originale de la Bildung, qui n'est pas sans résonance avec les interrogations contemporaines qui réfléchissent de manière critique la différence anthropologique et le partage nature-culture. Alors, première partie consacrée au mythe de Prométhée. Alors, à l'exception des leçons d'esthétique de 1820-1821, Hegel consacre de longs passages à chaque fois au mythe de Prométhée. C'est-à-dire dans les leçons de 1823, de 26 et au semestre d'hiver 28-29. Et là, il revient à chaque fois longuement sur le mythe du Titan qui, en s'opposant à Zeus, a donné le feu et la technique aux hommes. Alors Hegel reprend à chaque fois le passage d'Hésiode lors du partage de Méconée. Donc le partage de Méconée, c'est chez Hésiode, c'est ce moment où on va attribuer aux dieux et aux humains les attributs qui leur reviennent en propre. Et c'est ce moment où Prométhée sacrifie un bœuf et il va offrir à Zeus de choisir une partie du bœuf immolé. Bon. Alors là, la ruse de Prométhée, qui est favorable aux hommes et qui veut tromper Zeus, la ruse de Prométhée consiste à mettre tous les os d'un côté en les recouvrant d'une graisse qui les rend appétissants, et de mettre la viande donc, qui se mange de l'autre côté, mais en mettant dessus la peau de bête de façon à le rendre un peu ragoûtant. Donc Zeus se laisse prendre, il choisit les os, et évidemment, il est furieux, et il reprend aux hommes le feu divin, ce que Hegel interprète comme une manière d'interdire à l'humanité de faire cuire sa viande pour la manger. Bon. La suite du mythe est elle aussi bien connue. Prométhée ne s'avoue pas vaincu, il dérobe en secret un fragment du feu sacré sur l'Olympe et il redonne le feu aux hommes pour qu'ils puissent cuire leur viande et puis manger une viande cuite. Évidemment, Zeus n'est pas content et Prométhée est condamné à être enchaîné, alors selon les interprétations, mais disons sur le Caucase, et à se voir dévorer son foie tous les jours par un aigle, et chaque nuit le foie renaît et il est conduit à une sorte, pas une sorte, mais à un supplice éternel. Bon. Alors, dans le cahier Heimann de 28-29, Hegel comprend ce mythe comme la représentation imagée de ce qu'il appelle un Fortschritt in der Bildung, c'est-à-dire un progrès dans la culture. Ce que je traduis en tout cas pour l'instant, progrès dans la culture. Alors, en quoi le mythe de Prométhée représente-t-il, sous une forme mythique, un progrès culturel ? Alors, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est le sacrifice de l'animal et le fait de consommer l'animal immolé qui est au cœur d'un tel progrès dans l'esthétique. Le sacrifice animal et sa consommation signifient pour Hegel la prise de conscience que l'animal n'a pas de valeur en soi, mais que seul l'homme, seul l'esprit humain peut se considérer comme une fin en soi et s'attribuer une valeur absolue. Alors, je précise quand même que ça ne veut pas dire que, d'après Hegel, tous les animaux doivent être réduits à une sorte d'instrumentalisation, ne doivent pas être respectés, doivent être méprisés, maltraités, tués sans scrupule. Bon, pas du tout, parce que si on regarde les leçons sur la religion, Hegel condamne très sévèrement, par exemple, le sacrifice des animaux lors des jeux du cirque à Rome. Il dit que c'est barbare, que c'est horrible de tuer les animaux comme ça. Donc, ce n'est pas du tout ça qui est en jeu. En fait, ce que veut dire Hegel ici, c'est simplement la prise de conscience par l'esprit qu'il est la seule source de la valeur, qu'il est cet être qui hiérarchise de manière axiologique le monde.
Ce qui ne l'empêche pas, certaines cultures, en fait, de donner une valeur aux animaux. Bon. Simplement, pour Hegel, c'est important que la culture comprenne que c'est l'homme qui donne la valeur, qui peut considérer d'autres êtres comme des fins en soi. Bon. Alors, un tel progrès s'opère donc chez les Grecs par rapport aux cultures qui vénéraient les animaux et qui se représentaient leurs dieux sous des formes animales. Hegel mentionne notamment les Égyptiens, et il souligne que de nombreux traits de la culture grecque sont en rupture avec cette vénération égyptienne des animaux. Alors, en plus du mythe de Prométhée, il mentionne aussi les chasses d'Hercule, il mentionne la forme humaine des dieux grecs, il mentionne aussi le fait que pour les Grecs, être métamorphosé en animal est considéré comme un châtiment. Bon. Alors, la mythologie grecque dans son ensemble met en scène ce savoir de soi de l'esprit comme unique source de la valeur, ce qui suppose de se représenter sous une forme mythique les éléments de la culture humaine qui témoignent du fait que les animaux n'ont pas de valeur en soi, notamment dans le mythe de Prométhée. Donc de ce point de vue, le sacrifice du bœuf par Prométhée renvoie à cette prise de conscience qui sépare les êtres humains des autres animaux, c'est-à-dire vraiment la prise de conscience de la différence anthropologique. L'expression Fortschritt in der Bildung semble particulièrement adaptée parce qu'elle semble signifier l'avènement même de la culture, ce progrès qui fait sortir l'humanité de son animalité pour la faire advenir dans un monde proprement culturel où l'esprit humain sait ce qu'il distingue fondamentalement du reste de la nature. En sacrifiant l'animal et en s'en nourrissant, l'être humain s'arrache à son origine naturelle et accède au propre de l'homme. Bon. Alors on pourrait s'en tenir là si Hegel s'arrêtait à la première partie du mythe tel qu'on le trouve chez Hésiode, le sacrifice du bœuf lors du partage des méconnés, et s'il ne poursuivait pas sa lecture. Bon. Alors, petit problème, c'est qu'en fait, il continue sa lecture et il l'approfondit en discutant la reprise du feu divin par Prométhée et le châtiment que lui inflige Zeus. Mais il le fait non pas avec le récit d'Hésiode, il le fait avec le récit qu'en propose Platon dans le Protagoras. Bon. Alors, ça change tout parce que dans la version platonicienne du mythe, Prométhée donne le feu et la technique aux hommes pour compenser l'oubli de son frère Épiméthée. Donc, Épiméthée est chargé de répartir les attributs à tous les êtres, et puis il oublie de doter les êtres humains de l'instinct et des attributs nécessaires à la survie. Bon. Du coup, alors, qu'est-ce qui va intéresser Hegel dans cette transformation platonicienne du mythe ? Bon. Eh bien, c'est parce que chez Platon, le récit met l'accent sur le fait que les hommes vont posséder la technique grâce à Prométhée. C'est-à-dire, Prométhée leur donne la technique pour répondre à leur survie, il ne leur donne pas l'instinct, il leur donne la technique. Bon. Simplement, il manque une technique particulière qui est la technique politique, c'est-à-dire Prométhée ne donne pas aux hommes l'art politique. Dans le texte de Platon, les hommes peuvent survenir à leurs besoins, habitation, habits, agriculture, élevage, grâce à la technique, mais ils ne peuvent pas encore s'assembler en cité et ils se montrent injustes les uns envers les autres. C'est seulement l'art politique, qui vient du roi de l'Olympe, qui vient de Zeus, qui va permettre aux hommes de se réunir en adoptant des institutions juridiques destinées à assurer la vie en communauté. Bon. Le Protagoras dévoile ainsi l'insuffisance propre de Prométhée par rapport à Zeus. Or, c'est vraiment ce point-là que Hegel retient dans ses leçons d'esthétique. Bon. C'est dans ma citation 1, donc, que je lis en français. Alors, c'est les dernières versions de l'esthétique, c'est-à-dire les sources scientifiques qui ont été éditées dans les GV dernièrement. Bon, vous allez voir que le texte, notamment en allemand, est tout sauf limpide. Quand on voit en fait les textes, on comprend pourquoi on a fait des éditions simplifiées. Donc il y a eu Otto qui avait déjà fait une première version, et en France on avait l'édition aussi qui n'était pas tout à fait scientifique, mais quand on voit le texte allemand, vous allez voir, on comprend en fait pourquoi on a réécrit, parce que c'est tout sauf limpide. Bon. Alors je vous en propose une version française. Mais... Alors Platon, dans son Politicus, en fait c'est le Protagoras, déjà Hegel se trompe ici, ou alors l'étudiant qui a pris en note. Bon. Platon, dans son Protagoras, donc, il nous dit que Protagoras raconte ce mythe, que les dieux ont formé les hommes à partir du feu et de la terre, ils ont chargé Épiméthée de les parer, schmücken, il a équipé les animaux, il a fait ça très bien, l'animal a l'instinct, tout est déjà fait pour lui. L'homme, par contre, doit tout faire lui-même. La nature prend soin des animaux, mais l'esprit prend soin de lui-même. Les hommes devaient aussi sortir de la terre, et c'est là le passage intéressant. Prométhée a volé à Héphaïstos la sagesse artistique, ou la sagesse technique, on pourrait dire, et il l'a donnée en cadeau aux hommes. Ils ont ainsi l'art pour la vie, ten technen proston bion, mais ils n'ont pas la politique, car celle-ci était encore chez Zeus.
Donc c'est vraiment ce point-là que Hegel va chercher chez Platon. Il reprend à Platon l'idée d'une absence de politique dans l'art que Prométhée donne aux hommes. C'est pour ça que lorsqu'il continue d'interpréter le mythe, Hegel souligne que Prométhée est un titan, c'est-à-dire qu'il appartient aux anciens dieux. Il appartient aux anciens dieux contre lesquels Zeus a gagné la guerre en tuant son père Cronos et en instaurant le règne des nouveaux dieux dans l'Olympe. Tout ça, c'est la cosmogonie d'Hésiode. Les anciens dieux pour Hegel sont tous du côté de la nature, alors que les nouveaux dieux de l'Olympe sont du côté de la culture. C'est pourquoi la technique de Prométhée, qui en reste à la satisfaction des besoins naturels, est une technique rangée du côté du titan. Elle permet certes de cultiver la terre et d'élever les animaux pour se nourrir, pour se loger, pour se protéger du froid et des intempéries. Et paradoxalement, elle constitue une forme de culture qui est mise au service de ce qu'il y a de naturel en l'humain, c'est-à-dire la satisfaction des besoins. Et c'est pour ça que Hegel va rapprocher le supplice de Prométhée, le fait de se voir dévorer son foie par un aigle tous les jours, il le rapproche du supplice de Tantale, qui est le symbole au mauvais infini des besoins qui ne sont jamais rassasiés. C'est la citation 2. La satisfaction du besoin est attribuée à Prométhée. Il ne s'agit que de l'usage privé ou de l'utilité privée, Privatnutzen. C'est pourquoi son châtiment est quelque chose d'insatiable. Comme chez Tantale, le désir subjectif ne peut être satisfait. La satisfaction ne peut être satisfaite, elle est restreinte ou limitée ou contrainte par un désir éternel. Platon a attribué une autre sagesse à Zeus en tant que nouveau dieu, l'institution de l'État et le caractère éthique et universel de la liberté. Donc vous avez vraiment cette opposition entre l'art politique, côté de Zeus, des nouveaux dieux, qui est vraiment la culture, et puis une technique qui vise la satisfaction des besoins et qui se situe du côté des anciens dieux et qui est plutôt du côté de la nature. Il y a ainsi une profonde équivocité de Prométhée, qui n'est autre en réalité que l'équivocité de la technique elle-même. Une culture qui est mise au service de ce qui, en l'homme, appartient encore à la nature. Il manque à Prométhée les institutions politiques et juridiques qui sont propres aux nouveaux dieux et sans lesquelles la vie en communauté serait tout simplement impossible. La technique est donc par elle-même insuffisante si elle n'est pas redoublée par les institutions éthiques, au sens de Sittlich, au sens hegelien de Sittlichkeit. Prométhée ne suffit donc pas à arracher l'homme à la nature. Seul Zeus, avec l'art politique, y parvient véritablement. De sorte que le titan occupe une position intermédiaire entre nature et culture, en deçà ou par-delà ce grand partage. Hegel affronte pleinement cette équivocité en posant la question, à laquelle il ne répond pas vraiment, de savoir si réellement il est légitime de considérer Prométhée comme un titan. C'est ma citation 3. Il écrit « Prométhée est un titan enchaîné par Jupiter sur le Caucase ». Donc en fait, c'est Zeus. C'est marrant de voir qu'à l'époque, en fait, ils utilisent les noms romains pour les fins complètement différents de nous. Il n'est pas une puissance de la terre et il semble injuste de le ranger parmi les titans. Apporter le feu aux hommes, c'est quelque chose d'humain, ça n'a rien de naturel. Il a fait ce que Déméter a fait, du bien aux hommes. Et pourtant, il serait un titan, point d'interrogation, et c'est très important que ce point d'interrogation soit là et que la question reste ouverte, car elle témoigne du statut incertain de la technique prométhéenne, qu'il a d'abord définie comme un progrès dans la culture, Fortschritt in der Bildung, avant de la rabattre dans un second temps du côté de la nature. À mesure que Hegel avance dans son interprétation du mythe, on comprend que la véritable différence anthropologique se joue plutôt, selon lui, au niveau des institutions politiques et juridiques, qu'au niveau de la technique qui reste trop enfermée dans la dimension animale et naturelle de la vie humaine. Le passage du récit d'Hésiode à la version qu'en propose Platon est symptomatique de cette progression dans la lecture du mythe de Prométhée. Alors, fallait-il donc traduire l'expression Fortschritt in der Bildung autrement que par progrès dans la culture ? La Bildung propre à la technique prométhéenne est-elle autre chose que la culture, en tant que cette dernière décrirait un domaine proprement humain et non naturel de l'existence ? Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas penser une forme de culture ou de protoculture qui existerait à l'intérieur même de la nature et de ce qu'il y a de naturel en l'homme ? C'est-à-dire, en langage hegelien, ça revient à se demander si Prométhée est un titan ou non. Est-ce qu'il est plus proche des anciens dieux de la nature que des nouveaux dieux de la culture ? Prométhée a-t-il ou non sa place sur l'Olympe ? Alors je crois que la grande force des leçons d'esthétique, c'est de ne pas complètement trancher cette question, de ne pas lui apporter une réponse univoque et de garder cette indécidabilité essentielle de Prométhée.
Assurément, Hegel met l'accent sur une sorte d'insuffisance de Prométhée par rapport à Zeus. Mais il nuance aussi son jugement et il reconnaît que la technique de Prométhée se situe en quelque sorte à cheval ou dans l'entre-deux, entre nature et culture. La technique de Prométhée incarne la part naturelle de l'homme à l'intérieur même de la culture. Elle est ce qui, dans la culture, relève le plus de la nature, voire même ce qui, de la culture, est mis au service de la nature. En tant que la technique est une forme de Bildung, il s'agit donc d'une compréhension de la Bildung qui n'entre pas dans l'opposition simpliste, vous l'aurez compris, entre nature et culture, mais qui déjoue ce grand partage. Alors maintenant, dans un second moment, je vais essayer de confirmer cette interprétation-là à travers un autre passage qui est le passage sur l'art égyptien. Il est remarquable en effet que cette indécision fondamentale se retrouve en d'autres lieux de l'esthétique, en particulier lorsque Hegel traite de l'art symbolique des anciens Égyptiens et qu'il analyse leur vocation pour l'architecture comme relevant d'un instinct quasi animal, une pulsion qui est certes destinée à des productions culturelles, mais qui s'enracine dans la nature. Hegel compare ainsi les Égyptiens à des abeilles, mais loin de reprendre l'ancienne référence aristotélicienne qui rapprochait les abeilles et les humains sur la question de la politique, en politique 1-2, c'est cette fois sur la question de la technique que Hegel opère le rapprochement. On retrouve ainsi, dès le manuscrit de 1820-21, cette comparaison que Hegel avait en réalité mobilisée pour la première fois dans La phénoménologie de l'esprit, le chapitre sur le maître d'œuvre, on en parlait ce midi. Bon. Alors, dans l'esthétique de 1820 à 1821, ça donne ça, c'est ma citation 4. C'est dans cette intériorité séparée de manière superficielle que réside la raison de la pulsion de l'art, Triebe der Kunst, à sortir de cette intériorité et à se présenter ou se représenter Darstellen. La manifestation de cette pulsion est le plus souvent l'art de la construction. C'était chez les Égyptiens l'instinct infini de construire, comme on le voit chez les abeilles. Toute la vie de l'État, l'action de l'État consistait à construire. Il y a ainsi une sorte de pulsion artistique qui s'enracine dans la nature et qu'on voit à l'œuvre de manière exemplaire chez les abeilles, qui construisent collectivement des ruches et avec une forme alvéolaire particulièrement complexe. Cet instinct se retrouve chez les humains, comme en témoigne l'art égyptien, qui semble habité par une véritable pulsion de construction et de transformation artistique de la nature. Cette capacité a beau s'enraciner dans la nature et justifier le rapprochement avec les abeilles, elle n'en témoigne pas moins, selon Hegel, d'un sens proprement culturel. En construisant des pyramides, les Égyptiens ont en effet construit des tombes qui témoignent de leur connaissance, alors au moins pressentie, de l'immortalité de l'âme et de l'irréductibilité de l'esprit au corps. Donc vous voyez, la capacité en elle-même de construction est naturelle, mais le sens que les êtres humains lui donnent est quelque chose de proprement culturel. Bon. Alors je vous ai mis une citation, la citation 5, qui vient du cours de 1823, où Hegel explique en fait ce sens spirituel qui est donné à ces constructions qui répondent à un besoin naturel compulsif. Alors ici, en Égypte, les constructions sont destinées à devenir des tombes royales. Ce sont des œuvres de la nation, son culte pratique. C'est comparable aux abeilles qui agissent ou qui opèrent avec un travail instinctif. Les Égyptiens peuvent être considérés comme le peuple où le spirituel se sépare du physique. En eux commence la négativité intérieure, la différence de l'esprit qui se fixe contre le corps. Ils disent que l'âme est immortelle, qu'elle se sépare du corps. Cette séparation détermine aussi plus précisément le rapport de l'architecture, qui devient maintenant un corps pour cette âme immortelle. Alors, bien que l'expression Fortschritt in der Bildung n'apparaisse pas à ce moment-là, c'est aussi quelque chose de ce genre qui a lieu ici, c'est-à-dire un progrès qui témoigne, un petit peu comme chez les Grecs, d'une prise de conscience par l'esprit, ou du moins d'une effectuation par l'esprit de la différence anthropologique qui distingue l'homme des autres animaux, et par laquelle l'esprit se sépare d'avec la nature. Les pyramides égyptiennes, en servant de tombeaux aux morts afin d'assurer le voyage de l'âme dans l'au-delà, sont un moment essentiel dans l'apparition du partage entre nature et culture. Alors, c'est moins bien que chez les Grecs pour Hegel, parce que les Égyptiens n'ont pas tout à fait conscience de ça. Ils vénèrent encore les animaux, donc ils n'ont pas tout à fait conscience de ce partage. Simplement, c'est ce qu'ils mettent en œuvre. C'est-à-dire qu'en
faisant un tombeau pour une âme immortelle, eh bien, ils effectuent, ce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir tout à fait bien encore, mais ils effectuent quand même ce qui sépare l'esprit de la nature. Bon. Alors, c'est remarquable que la construction des pyramides ne soit pas référée à une pratique proprement culturelle, hein, si jamais il s'agit bien d'un progrès dans la culture, mais c'est renvoyé à un instinct, une pulsion, instinct, trip. Alors, pour comprendre ce que Hegel nomme Kunsttrieb, il faut se référer à l'addition au paragraphe 365 de la philosophie de la nature, où Hegel développe ce concept de Kunsttrieb avec un autre concept qui est le Bildungstrieb. Alors, Hegel précise que ce Bildungstrieb, alors chez Bernard Bourgeois, par exemple, c'est traduit en français par tendance formatrice. Alors, Hegel précise que cette tendance formatrice, ce Bildungstrieb, n'est pas à entendre au sens de Blumenbach, hein, je vais vous lire après la citation. Blumenbach, en fait, comprenait le Bildungstrieb comme une tendance à la reproduction. Hein, c'est la tendance des vivants à se reproduire. Bon. Alors, Hegel va essayer de tordre, en fait, la notion de Blumenbach pour lui faire désigner une tendance artistique, un Kunsttrieb, qui est instinctif, qu'on retrouve chez de nombreux animaux qui, en fait, façonnent leur milieu en un Umwelt, c'est-à-dire un espace qui fait sens pour eux et qui est structuré en fonction de leurs besoins. C'est la citation 6. L'instinct de formation, donc ce Bildungstrieb, ne doit pas être pris ici dans le sens de Blumenbach, qui entend par là principalement la reproduction. Alors je saute un peu et je reprends une chose extérieure, c'est une chose extérieure qui appartient à la nature organique de l'animal et qui est ici assimilée. L'instinct de formation est donc aussi, comme l'excrétion, une extériorisation de soi-même, mais en tant qu'inscription. Alors il dit Einbildung, mais là ce n'est pas imagination, c'est vraiment la capacité de mettre sa forme en fait dans l'extériorité, de donner sa forme à l'extériorité, en tant qu'inscription, Einbildung, de la forme de l'organisme dans le monde extérieur. L'objet est formé de telle manière qu'il puisse satisfaire le besoin subjectif de l'animal. Donc on comprend pourquoi Hegel reprend Bildungstrieb. Hein. Ce n'est pas seulement Bildungstrieb au sens de se reproduire, comme c'était chez Blumenbach, c'est Bildungstrieb au sens de cette pulsion à informer son environnement, à lui donner une forme. Alors Hegel précise évidemment que chez les animaux, cet instinct formateur et artistique n'est pas conscient de lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce paragraphe 365, pour exemplifier ce Bildungstrieb, il prend les abeilles. Donc ça résonne vraiment avec l'esthétique. Son opposition à Blumenbach consiste à affirmer que la reproduction des animaux, que ce soit pour leurs besoins quotidiens ou pour la reproduction de l'espèce, exige une structuration de l'environnement, un Umwelt, qui se rend particulièrement visible dans la construction de nids ou de terriers. Comme les êtres humains, les animaux bâtissent un monde pour se protéger et pour satisfaire leurs besoins. Alors Hegel va même jusqu'à affirmer que les animaux utilisent pour cela des sortes d'objets techniques. Il va parler d'armes, hein, ça va être dans la citation que je vais vous lire, et il parle des griffes, des toiles et des analogues d'outils que les animaux utilisent pour attraper leur proie. Hein. C'est la citation 7. La première forme d'instinct, la première forme d'instinct d'art ou d'instinct artistique, je ne sais pas comment il faut traduire Kunsttrieb, hein, est la construction instinctive de nids, de terriers, d'abris, afin que la totalité générale de l'environnement de l'animal soit la sienne, ne serait-ce que par la forme. L'autre côté de l'instinct est que beaucoup d'animaux se préparent leurs armes, les Waffen. Par exemple, l'araignée, sa toile, comme intermédiaire pour la capture de cette nourriture. Comme d'autres animaux avec leurs griffes, leurs pieds, le polype avec ses bras se donnent une plus grande extension pour sentir et saisir leur proie. Il y a ainsi, dès le monde animal, une sorte de prototechnique par laquelle des analogues d'outils permettent aux animaux d'étendre leurs capacités corporelles afin de satisfaire leurs besoins. Sans doute cette technique est-elle profondément différente de la technique humaine, notamment parce qu'elle reste inconsciente, mais il n'en reste pas moins que le Kunsttrieb et le Bildungstrieb, propre à l'homme, s'enracinent en fait dans le monde animal. Hein. Donc là, encore une fois, la capacité de construction... Hegel pense d'une certaine manière qu'on est des animaux, c'est-à-dire que toutes nos capacités techniques en tant que telles sont animales. Simplement, c'est le sens. C'est-à-dire, c'est le sens qu'on donne à nos constructions qui varie. D'une certaine manière, il n'y a rien de plus extraordinaire dans une pyramide que dans une ruche. Peut-être même la ruche, c'est plus extraordinaire comme construction. Simplement, les hommes en font une tombe. Une tombe pour une âme immortelle, c'est-à-dire pour un esprit qui n'est pas uniquement naturel. Ce qui n'est pas le cas de la ruche. Bon. Vous voyez, on comprend alors
en passant par cette philosophie de la nature, ce paragraphe 365, on comprend pourquoi la comparaison avec les abeilles vient immédiatement sous la plume de Hegel lorsqu'il parle de l'art égyptien et de leur tendance instinctive à la construction. Cet art des Égyptiens trouve son origine dans une pulsion technique et artistique qui est présente dès le monde animal, mais qui prend une forme propre à l'esprit. C'est-à-dire que c'est une tendance naturelle qui prend une forme proprement culturelle. De nouveau, Hegel mobilise un concept de Bildung que vous voyez qu'on ne peut pas traduire uniquement par culture si par culture on l'oppose à la nature. Le Bildungstrieb, qu'on retrouve dans le Kunsttrieb, désigne une capacité technique qui n'est pas le propre de l'homme et qui pourtant intervient au moment où il s'agit de penser ce qui distingue l'homme de l'animal. C'est ce que Bourgeois appelle la tendance formatrice, là, le Bildungstrieb, c'est mis au service de la culture, et pourtant ce n'est pas une tendance culturelle à proprement parler, ou alors il faut imaginer une sorte de protoculture à l'œuvre dès le monde animal, comme nous y invite tout un tas de travaux contemporains. Voilà, on peut citer Vinciane Després, mais tout un tas de travaux en éthologie actuellement essayent de penser des formes de protoculture et de prototechnique. Oui, je vous ai cité ces textes sur les Waffen, parce que c'est marrant de trouver ça chez Hegel, qui passe des fois pour le plus grand spiritualiste de l'idéalisme allemand. On voit qu'ici, c'est un peu plus compliqué, c'est ça aussi que je voulais souligner. C'est-à-dire que l'esthétique de Hegel thématise systématiquement la technique comme une pratique qui s'inscrit dans le monde de la nature, alors soit parce qu'elle est mise au service des besoins naturels de l'humanité, c'était le mythe de Prométhée, soit parce qu'elle est une tendance naturelle et instinctive à la transformation de l'environnement, c'est ce qu'il montre avec l'Égypte. Alors, dans ma dernière partie, je vais me demander si ce que Hegel dit des Grecs et des Égyptiens correspond à une sorte de tendance archaïque, primitive, qui serait dépassée au cours de l'histoire, de sorte que, alors avec le christianisme et avec l'époque moderne, on aurait enfin une culture entièrement arrachée à la nature. Bon, je prends en charge cette question parce que les interprétations spiritualistes du système hegelien vont mettre l'accent sur cet arrachement progressif de l'esprit par rapport à la nature, comme si, au terme de l'histoire, on avait un esprit enfin détaché de son attache naturelle. Bon. Alors, comment comprendre que l'esthétique semble proposer un autre tableau que cette interprétation spiritualiste du système ? La réponse la plus évidente serait de considérer que ce sont des moments, encore une fois, archaïques, primitifs, que bien sûr, les anciens Égyptiens, ils sont encore trop proches de la nature, c'est quasiment des animaux, c'est comme des abeilles. Les Grecs, c'est un peu mieux, mais on voit que dans le mythe de Prométhée, c'est pas tout à fait clair, tout ça. Et ensuite, les chrétiens et puis les Européens modernes, là, on aurait vraiment compris qu'on est séparés de la nature. Bon, alors, vous vous en doutez, ce n'est pas mon interprétation, et je vais essayer de comprendre pourquoi, pour Hegel, il n'en est rien. Bon. Les leçons d'esthétique délivrent en effet un tout autre enseignement, notamment parce que Hegel il définit l'homme comme un animal amphibie, situé à la fois du côté de la nature et du côté de la culture. C'est la citation 8. Alors je ne lis pas le tout début de ma citation, je la prends à partir de l'homme est un amphibien, c'est-à-dire à partir de Ein Amphibium ist der Mensch. L'homme est un amphibien, il appartient à une dualité, à une Zweiheit. Il n'est pas capable de se satisfaire d'un côté ou de l'autre. Bon. Nous nous enfonçons dans la réalité ou dans l'effectivité, et en même temps nous nous élevons à la liberté de la pensée. D'un côté, nous sommes saisis par la sensation, nous sommes précipités dans la matière, mais la pensée s'élève dans le monde de la liberté. Elle anime le réel et elle rend vivant ce qui est abstrait. Dans le royaume du devoir, la pensée a besoin du cœur. C'est donc une opposition constante dans le réel qui est valable et qui est reconnue par la pensée. Alors, ce que Hegel nous décrit ici par cet homme défini comme animal amphibie, c'est tout simplement une humanité qui est déchirée, qui est scindée entre d'un côté ses besoins naturels, ses désirs sensibles, et de l'autre des aspirations supérieures de la pensée et de la liberté. Ce terme d'amphibie désigne l'homme à la fois comme animal et comme spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que loin de vouloir éradiquer en fait cette tension, loin de vouloir abolir cette dimension amphibienne de l'existence pour faire triompher l'esprit sur la nature, la philosophie hegelienne va se donner pour tâche de penser cette équivocité pour elle-même, afin de réconcilier l'homme avec les deux côtés de son existence. Bon. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que vous voyez la réconciliation, dont on discutait un peu avant aussi suite à l'intervention de Madeni.
Cette réconciliation, ce n'est pas du tout une réconciliation qui interviendrait dans l'existence. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement une dimension pessimiste, où Hegel n'est pas un grand optimiste de ce point de vue-là. La tension, elle persiste. La réconciliation, elle est dans la reconnaissance de cette tension par la pensée elle-même. C'est-à-dire c'est une réconciliation spéculative, mais en tant qu'elle reconnaît une tension indépassable en l'homme. Alors, c'est comme ça, en tout cas, que j'interprète la citation 9. L'homme est cet amphibien qui appartient à deux mondes, l'un spirituel, l'autre sensible. D'une part, il est un être libre, d'autre part, il est soumis à la nature. L'homme se trouve ballotté entre ces deux mondes. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu précédemment, mais Hegel continue, dit « Or, la raison, la pensée ne peut s'arrêter à cette opposition, mais elle doit tendre vers l'unité. D'une part, il faut croire à la vérité de cette opposition, mais d'autre part, il faut aussi voir que ces oppositions ne peuvent pas être indépendantes l'une de l'autre. Ces termes opposés, disons, ne peuvent pas être indépendants l'un de l'autre. C'est pourquoi il faut aspirer à... Je me perds un peu parce que j'ai fait un mélange d'allemand et de français. Pourquoi il faut aspirer à leur union, et c'est là le but de la philosophie, hein, le point tournant, ou le point charnière, le Wendepunkt, dans la Jetzigen philosophie. Hein. Mais ce que je crois veut dire cette citation, c'est que l'unité à laquelle aspire la philosophie, ou la réconciliation, c'est la reconnaissance de la tension en tant que telle. Hein. Et la philosophie se donne pour tâche la réconciliation de l'esprit et la nature en l'être humain à travers la reconnaissance de cette tension. C'est pourquoi la philosophie de l'art, notamment les leçons d'esthétique elles-mêmes, consiste à nous montrer que l'homme est à la fois cet être qui appartient au domaine de la nature et au domaine de la culture. La connaissance de soi de l'esprit, ce que désigne l'esprit absolu, dont l'art, eh bien, se donne pour objectif de reconnaître l'enracinement de l'esprit dans la nature et l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'habiter un monde pur de la culture qui serait délié de toute attache naturelle. On comprend maintenant pourquoi la question de la technique est si importante dans l'esthétique. D'une part, la technique relève d'une tendance instinctive à transformer son environnement à l'aide d'outils, ce qu'on retrouve déjà dans le monde animal, et c'est ce que Hegel montre à travers l'art des Égyptiens, qu'il rapproche de la construction des ruches des abeilles. D'autre part, la technique vise aussi à satisfaire les besoins naturels de l'être humain, que les êtres humains, justement, partagent avec les autres animaux, se nourrir, se chauffer, enfin, ne pas avoir froid, etc. Ça, c'est justement l'interprétation qu'Hegel donne du mythe de Prométhée, mais chez Platon. Bon. Alors, il ressort de tout cela que la technique est bien une forme de culture, de Bildung, mais une culture, pour ainsi dire, préculturelle, c'est-à-dire qui existe au niveau de ce qu'il y a de naturel et d'animal en l'être humain. Encore une fois, ce n'est pas là un archaïsme primitif destiné à être dépassé par l'esprit dans son histoire, mais une caractéristique essentielle du caractère amphibie de l'humanité. La technique désigne ce reste de nature en l'homme, elle est ce qui, dans l'humanité, continue de s'inscrire dans la naturalité. La Bildung ne saurait par conséquent chez Hegel, du moins dans l'esthétique, être considérée comme le propre de l'homme. Si l'on peut traduire le terme par culture, il s'agit d'une culture qui n'est pas opposée de manière dualiste à la naturalité et à l'animalité. Si l'on admet avec des auteurs comme Latour ou Descola que la modernité philosophique a mis en place un dualisme entre nature et culture qui est devenu hégémonique, alors il faut en déduire que Hegel, mais sans doute d'autres, et je crois que de nombreux autres idéalistes allemands en fait, ne tombent pas là-dedans, mais il faut en déduire que Hegel et d'autres représentent des alternatives à la modernité de ce point de vue. Et je pense que plus fondamentalement, la philosophie hegelienne, et d'autres, nous amène à brosser un tableau plus complexe, plus nuancé de la modernité philosophique. En articulant de manière dialectique la nature et la culture, Hegel nous donne l'exemple d'une pensée qui a cherché à penser par-delà les grands dualismes simplificateurs des modernes et qui a tenté de rappeler les êtres humains à la persistance de la nature en eux, ainsi que tout ce que leur monde culturel devait à la nature. Je vous remercie.